Agrégée d'anglais, docteur en histoire de l'Université Paris, Panthéon, Sorbonne, Françoise Ouzan est l'auteur, entre autres, essais de Ces Juifs dont l'Amérique ne voulait pas, Histoire des Américains juifs, de la marge à l'influence, chercheuse confirmée au Goldstein Goren Diaspora Research Center de l'Université de Tel Aviv. Elle a co-dirigé de la mémoire de la Shoah dans le monde juif. Voilà, parce que c'est tout petit en plus. Et 2 ouvrages en anglais, Holocaust Survivors, Resettlement, c'est ça, Memories, Identities, New York 2012, et Post-War Jewish Displacement and Rebirth, 45-67, à Boston 2014. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? C'est bon, on peut y aller? Moi, je vous laisse. Alors, donc je vous remercie très sincèrement, bien sûr, d'avoir accepté d'être là parmi nous ce soir. Je vais vous laisser la parole, mais tout d'abord, j'aimerais dire que cette étude livre des témoignages d'une force incroyable, avec des phrases comme « Je voulais survivre aux années de survie »,« Refuser l'identité de rescapé ou de victime », ou encore « Sortir de l'humiliation ». Donc des phrases si fortes qui expriment le besoin de retrouver une dignité pour effacer cette humiliation subie par le biais de la réussite sociale. Donc je vais vous lire juste les premières lignes de la préface. Il est des récits qui changent notre perception de la vie, car ils expriment l'essence de l'humain, sa capacité à se reconstruire après un violent traumatisme. Ce fut le cas donc de beaucoup dont nous allons parler. Que je ne perds pas la suite. Donc on commence. Vous décrivez dans ce livre le caractère unique de l'expérience de chaque survivant après la Shoah, dans 3 pays que chacun d'entre eux a choisi pour refaire et réussir sa vie, les États-Unis, la France et Israël. Le lecteur est invité à réfléchir à l'énigme de leur succès. Donc nous allons parler en premier de ceux qui ont choisi Israël. Et je donne les noms, ou vous voulez commencer, François? Vous pouvez donner les noms, ça n'est pas un secret. On commence donc. Votre enquête s'appuie sur des mémoires, des témoignages et des entretiens de rescapés de camps et d'enfants cachés. Vous faites d'ailleurs une distinction entre les deux. On aura la question peut-être à la fin. Vous dites Israël, lieu par excellence de la reconstruction. Cette reconstruction qui passe par la force d'identité juive collective, laïque ou religieuse. Donc les exemples, je dirais que Aaron Appelfeld, je ne sais pas si ce sont les noms que vous auriez aimé que je choisisse, les bons. Mais j'aime beaucoup Aaron Appelfeld, il est un exemple excellent. Noah Kliger d'Auschwitz au journalisme, le rabbin Meir Lau, libéré à 8 ans de Buchenwald, le retour sur la terre ancestrale, a ancré sa foi et guidé sa vie. Il y en a beaucoup d'autres, et bien évidemment il y a celui Menachem Permuter, que je n'arrive pas à trouver le nom, qui lui a pensé à irriguer et réalisé, à irriguer le Negev, donc après sa sortie des camps, voilà. Donc je vais vous laisser quand même la parole maintenant, François. Merci beaucoup. Je voudrais justement remercier publiquement la directrice la présidente de la VISO, Peggy Cohen-Moreau, de m'avoir chaleureusement invitée, ainsi que Kalita, dans les locaux du Calmoussa. Et voilà, je voudrais dire que dans la mesure où je me trouve en face d'un public qui est essentiellement un public de Olim, c'est-à-dire de gens qui ont fait leur aliyah en Israël, j'aimerais choisir Israël. En fait, vous pouvez vous poser la question vous-même, mais en quoi ce livre est différent de tous les autres, au fond, sur la Shoah? Alors, en fait comme me l'avait fait remarquer Anna Dvorka, qui avait aimé ce livre, justement, c'est un des premiers livres, on va dire, qui rompt avec la perspective uniquement victimaire des survivants de la Shoah. C'est-à-dire que je m'applique à voir quelle a été cette dynamique qui les a poussés à réussir, comme si leur vie, leur survie, alors qu'ils étaient en mode de vie, hein, ils voulaient donc renouer avec une vie normale, comme si leur survie au quotidien en dépendait. Ce qui fait que ça, c'est
en fait, c'est Samuel Pizarre qui m'a confié cela et ça m'a fait réfléchir. Il m'a dit, vous comprenez, l'adrénaline qui m'a fait survivre à Auschwitz, c'est cette même adrénaline que j'ai pompée et qui m'a fait réaliser tout ce que j'ai réalisé. Et en somme, il m'a avoué qu'à l'âge qu'il avait, un âge assez avancé, il continuait toujours, en somme, à entreprendre quelque chose et à se dépasser. Mais toujours entreprendre, ce qui fait que l'impact social était loin d'être négligeable. Bien sûr, c'est un exemple assez, je dirais pas évident, mais assez phare, dans la mesure où il est devenu un acteur international, un acteur social international. Il est devenu avocat, puis conseiller du président Kennedy, ce n'est pas rien, également détaché à l'UNESCO, enfin voilà. Mais comme... Pardon ? Surtout le beau-père de... Et c'est surtout, exactement, vous avez tout à fait raison de le faire remarquer, c'est le beau-père du secrétaire d'État actuel, Blinken. Anthony Blinken. Et lorsqu'il y a eu la cérémonie d'investiture d'Anthony Blinken, il a assez longuement parlé de l'impact, de l'influence que son beau-père a eu sur lui et continue à avoir sur sa perception de la politique, sur sa perception de l'humanisme et sur la façon dont il dirigerait le pays, ce qui n'est bien entendu pas négligeable. Mais, comme je vous l'ai promis, je me concentrerai sur Israël. Israël, parce que j'aimerais montrer en quoi Israël a été une terre de réhabilitation privilégiée. En somme, en choisissant Israël, je vais aussi essayer de vous montrer quel a été le rôle de la transmission dans la réappropriation identitaire. Parce qu'avant tout, il fallait sortir de l'humiliation. Ils n'avaient plus d'identité, ces jeunes rescapés. Acquérir une identité, se la réapproprier, ça n'était pas évident. Donc, j'essaierai d'insister là-dessus, transmission, et également aspect d'acteur social, c'est ce que je veux dire, c'est-à-dire de survivants qui ne se sont pas contentés d'être des anciennes victimes, mais qui ont eu un véritable impact sur leur société, sur leur communauté. Et bien souvent, un impact transnational, puisque c'est le cas avec Aaron Appelfeld, Aaron Appelfeld est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps, mais ses livres sont toujours lus en France, notamment aux États-Unis et ailleurs. Et c'est par son biais que la transmission s'est faite chez les enfants de survivants, puisque les survivants en Israël, m'a-t-il dit, j'écris parce que les survivants n'ont pas parlé. Lui aussi s'est tu sur beaucoup de choses. Alors voilà, je vais essayer d'aller, maintenant que j'ai un petit peu balisé ce sur quoi je vais parler, je vais essayer d'être un peu plus brève sur j'ai choisi 3 itinéraires de personnes qui sont assez frappants. Il y a d'abord Menachem Perlmutter, j'irai assez vite sur lui, puisqu'il y a certaines personnes qui m'avaient entendu en parler, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lors d'une conférence que j'avais donnée pour Alumim, c'est-à-dire les enfants cachés. Alors Menachem Perlmutter est quelqu'un qui avait à peu près 14 ans, c'est un adolescent, lorsqu'il était à Auschwitz. Il a eu une histoire très très mouvementée, notamment son frère Ladislas, tous les deux étaient de Tchécoslovaquie. Son frère l'a vraiment aidé à survivre, puisque il s'était évanoui lors d'une marche de la mort, lorsqu'il avait vu qu'il y avait en fait un escadron nazi aller les fusiller.
un miracle, comme vous le savez, qui est parvenu, comme à chaque fois. Il y a une série de miracles qui a dû se faire pour qu'un survivant survive, en fait. Et un des officiers a dit, ça y est, on en a assez tué. Et je crois même qu'il n'avait pas assez de cartouches. Donc, son frère, Ladislas, lui a dit, on va quand même retourner en Tchécoslovaquie parce qu'il te faut acquérir, tu es jeune, il te faut acquérir une formation. Et tu dois apprendre les mathématiques, etc. Donc, ils retournent là-bas. Ils font l'expérience de l'antisémitisme. Et Menachem Perlmutter a dit non, c'est en Palestine que je veux aller, c'est dans le foyer national juif de Palestine. Alors là, il a fait partie il s'est joint à la brigade juive. Et en 1947, il s'est retrouvé dans un camp. En fait, il a attendu le départ. Et au moment où il a pu embarquer, il a embarqué avec 2700 personnes déplacées. Les personnes déplacées, je vous le rappelle, ce sont les réfugiés d'après-guerre qui se trouvaient dans des camps de personnes déplacées. Et d'où il est parti? Alors, il est parti, bonne question, il est parti de Sète. Et il est parti en bateau. Et bien entendu, comme c'est ce qui se passait beaucoup, c'est qu'il a été arraisonné par les Britanniques. Et vous savez qu'il y a des bateaux qui étaient coulés. Enfin, donc il a été finalement, il est arrivé au bout du compte à Atlit. Et à Atlit, vous savez que les réfugiés en profitaient pour apprendre l'hébreu. Nous le retrouvons maintenant en Israël. Il arrive en 1948. Au bout du compte, il y a eu un périple, le temps qu'il reste à Atlit. Et en 1948, il a été pris par l'armée. Et comme il le dit, c'était le prix à payer pour devenir citoyen. Alors il a fait toutes les guerres en tant que combattant. Et ce qui lui a servi pendant l'armée, c'est de faire une formation de géomètre. Et cette formation de géomètre a été fort utile lorsqu'à Beersheva, en 1952, il y a eu ce qu'on appelle en hébreu tsena, il y a eu vraiment une période de rationnement. Et c'était effectivement très difficile aussi de trouver du travail. Et là, il a été pris à l'essai il a été pris en fait par le gouvernement. Et il a essayé de développer l'irrigation du Negev. J'ai pu le rencontrer parce que c'était assez difficile de le rencontrer parce qu'il ne voulait plus du tout parler de la Shoah. Il n'a jamais voulu parler de la Shoah. Mais en fait, à l'époque, je connaissais le ministre de l'Agriculture, qui est des années 60, enfin, qui était encore vivant à ce moment-là, Aaron Uzan. Et lui m'a dirigé vers Perlmutter. Et j'ai rassuré Perlmutter en lui disant, on ne va pas parler de la Deuxième Guerre mondiale, on ne va pas parler de la Shoah, on ne va pas parler de tout ce que vous avez fait, on va parler de vos réalisations. Alors ça l'a un petit peu rassuré. J'ai découvert une personne pleine d'humour, et sa tactique, en fait, c'était de prendre du recul par rapport à son vécu, de sorte que les traumatismes ne réapparaissent pas trop dans ses cauchemars. Alors il m'a dit, vous comprenez, je me suis lancée là-dedans, et pour paraphraser Ben Gurion, je me suis attaquée à l'impossible, sachant que l'impossible prend juste un peu plus de temps. Et donc il s'est lancé dans l'irrigation des cultures du Negev, et a découvert que l'eau saumâtre, c'est-à-dire l'eau salée, était extrêmement intéressante, puisque vous savez que dans le Negev, 82% de l'année, il n'y a pas d'eau. Il a découvert que cette fameuse eau salée donnait un stress aux tomates, par exemple, mais à d'autres légumes, et que ça les rend plus sucrés.
Et en adaptant la technique du goutte à goutte, il a fini par être invité dans plusieurs pays, dont il a reçu des gens qui venaient d'Égypte, parce qu'à l'époque, il avait aussi développé le Sinaï. Il a été, j'ai vu dans sa maison, il y avait plusieurs tableaux avec des diplômes et des sortes de diplômes de reconnaissance des États-Unis, parce qu'il était allé à Oklahoma, dans les déserts américains, pour leur expliquer comment la technique du goutte à goutte pouvait sauver. En 2001, il m'a dit que 21 villes avaient été justement sur cette base, construites en quelque sorte dans le Negev grâce à cette irrigation, et donc ça a provoqué, ça a donné des emplois, etc. Alors, qu'est-ce qui a aidé cet homme à se reconstruire? Bien, d'abord, on va dire qu'il y a eu un slogan qui a aidé beaucoup de ceux qui avaient choisi Israël, c'est « Live not velei banot ». Mais en réalité, comme me l'avait fait remarquer Aaron Appelfeld, « Live not velei banot », ça n'a jamais été qu'un slogan sioniste. Parce que en se construisant, on se construit soi-même. C'est-à-dire qu'on évite de s'apitoyer sur soi-même, mais on essaie de se lancer dans les actions, les bonnes actions d'ailleurs. Et donc, j'ai compris que son hyperactivité, à la fois dans l'armée et dans son travail, dans l'armée, pourquoi? Parce qu'il y a eu les guerres, mais il y a aussi toutes les périodes de réserve, lui donnait bien peu de temps pour se repencher sur ses traumatismes. Et il en avait d'énormes, parce qu'il avait perdu 52 personnes de sa famille, que ses parents avaient été mis du côté de la mauvaise ligne à Auschwitz, et qu'il avait perdu aussi un autre frère. Enfin, mais ce qui l'a aussi beaucoup aidé dans sa réhabilitation, c'est sa mission, s'investir dans une mission, et également sa femme. C'est parce qu'il n'a pas choisi, comme beaucoup l'ont fait, une survivante qui justement aurait peut-être voulu partager des souvenirs, puisque entre survivants ils se comprennent, mais non, elle était enseignante, Piria, c'était une sabra d'origine hongroise, lui parlait le hongrois, et ils ont eu 2 filles et des petits-enfants. Et la deuxième chose qui a vraiment aidé dans leur reconstruction, c'est, m'a-t-il expliqué, le cycle des fêtes juives. Il était laïque, il n'était pas du tout croyant. Mais il m'a dit, je ne sais pas comment ça se fait, mais vous voyez, vous êtes avec moi dans cette petite maison, elle ne s'agrandit pas, et toujours, même s'il y a des petits-enfants en plus, il y a de la place pour tout le monde. On était 40 à Pessah dernier, c'est-à-dire à la Pâque juive précédente. Donc la Pâque juive, tout comme d'autres fêtes, rassemble la famille et il y a et en même temps, l'année prochaine à Jérusalem, c'est-à-dire tout ce que le judaïsme véhicule d'espoir. Et vous savez sûrement que on pourrait presque dire que le mot transmission définit le judaïsme, en somme. Qu'est-ce que c'est que le judaïsme? Sinon une transmission, tu transmettras à tes enfants. Donc, en gros, ce qui l'a aidé dans sa réappropriation identitaire, c'est qu'il était un olé, quelqu'un qui monte, et non pas une victime. Refuser ce statut de victime. Il m'a même dit qu'après coup, il s'est rendu compte qu'on lui avait dit des choses auxquelles il n'a pas prêté attention. Il avait été traité de sabonne. Oui, mais il m'a dit, mais je pensais que c'était parce que j'étais blanc et que j'avais les yeux bleus, que je ressemblais à un arien. Il avait très vite, il avait rejeté ça et ça n'avait apparemment pas laissé de traces. Quand ils venaient, on leur reprochait qu'ils n'avaient pas réagi devant c'est ça. Voilà, alors comme on dit, Katson la Teva en hébreu, c'est-à-dire comme des bêtes à l'abattoir. Et c'était, effectivement, vous avez bien fait de le faire remarquer, c'était la perception
global des survivants de la Shoah en Israël, qui lui était bâti, enfin l'État se bâtissait sur le héros, le sabra qui est fort, etc. Mais il m'a dit, voyez, ça a un peu changé, cette perception. Et c'est vrai que ça a graduellement changé avec le procès Eichmann, le 11 avril 1961, non loin d'ici, puisque vous savez que c'était à Beth Am. Et il m'a dit, je lui ai demandé, est-ce que vous êtes allé assister aux séances? Il m'a dit, ah non, je n'y suis pas allé. Il y avait trop de gens qui se suicidaient lorsqu'il assistait. Mais il faut savoir que 3 fois par jour, les Israéliens pouvaient entendre à leur radio l'émission des comptes rendus. Des transmissions. Voilà, les discours, le broadcast, voilà, les discours. Et c'était quand même très, très intense. Et donc, j'ai compris qu'il n'était jamais allé à Yad Vashem, que le procès Eichmann, il n'en a vu que l'aspect positif. J'ai rencontré aussi d'autres personnes, dont une femme qui était enceinte et qui pense que si son fils était autiste, c'était parce qu'elle y avait assisté. Enfin, il y a eu beaucoup de traumatismes liés au procès Eichmann, mais au bout du compte, c'est ce qui a fait que les survivants ont bénéficié petit à petit. Ça a été très graduel, aux États-Unis aussi et en France, mais ça a été très graduel, d'un statut un peu différent. C'est-à-dire pas d'une victime qui se laisse complètement, qui n'a pas réagi. Vous voulez parler du rabbin Meir-Lo? Oui, je dirais quelques petits mots du rabbin Meir-Lo. Alors, vous savez tellement de choses sur le rabbin Meir-Lo. Qu'est-ce que je vais vous dire que vous ne savez pas? C'est Loulek. Alors, d'abord, il a écrit une merveilleuse autobiographie, Loulek en français. Moi, ce qui m'a vraiment beaucoup ému, c'était finalement un des plus jeunes, le plus jeune rescapé de Buchenwald, parce que c'est là qu'on l'a trouvé. C'est qu'il a été donc libéré par les Américains. Et sur cette photo, d'ailleurs, qu'il a dans son livre, Loulek, il est habillé avec un vêtement des jeunesses hitlériennes, parce que les Américains n'avaient rien d'autre que ces vêtements-là à leur donner. Il a d'ailleurs une petite valise qu'il avait conservée très très longtemps. Et également, Loulek a avoué quelque chose dans son autobiographie qui est très très émouvante à mon avis. C'est qu'il a été donc à Écouis. Vous savez, Écouis, c'était un des villages, un des endroits, c'est dans l'Eure en France, un des villages de l'organisation de secours aux enfants, de l'ISée, et il y en avait plusieurs. Et il y avait des maisons, en fait, des maisons, c'est plutôt une maison religieuse. Et Judith Emendinger, d'ailleurs, on avait été une des monitrices, on les appelait comme ça, parce qu'il y avait aussi pour les laïcs. Et là, il raconte quelque chose qui m'a vraiment frappée, c'est que ils se sont rendus compte que les enfants, il y avait à peu près 500 enfants, les enfants, la France voulait les accueillir, l'Amérique aussi. Mais, et donc, un jour, il y a eu, pendant ces quelques semaines où il était à Écouis, avec son frère qui, d'ailleurs, lui a maintes fois sauvé la vie. Il l'a protégé. Il a été aussi aidé par des non-juifs comme par des juifs dans le camp et avant, dans le ghetto. Mais cette réunion-là, qui s'est passée à Écouis, les enfants qui étaient un petit peu des sauvages. Je me souviens que Judith Emendinger me disait, d'ailleurs elle a fait une très belle thèse là-dessus, elle me disait, mais c'était une bande de sauvages, on ne savait vraiment pas comment s'adresser à eux. D'abord, ils ne nous comprenaient pas, parce qu'ils ne comprenaient pas le français, la plupart venaient de Pologne. Et tout le monde pensait, les assistants sociaux pensaient qu'on ne ferait rien de ces enfants-là.
Ils avaient été trop traumatisés. Et là, cette réunion, il y avait des donateurs qui venaient. Alors, les enfants de Buchenwald, les garçons de Buchenwald sont allés parce qu'ils étaient un petit peu forcés. Ils ont tous baissé la tête parce qu'ils ne voulaient même pas regarder tous ces donateurs qui ne savaient rien de ce qu'ils avaient vécu et avec qui ils n'avaient absolument aucune affinité. Jusqu'au moment où il y en a un qui est monté sur l'estrade et qui a dit, vous, en yiddish, il a dit, mein Teilere, vous, mes chers petits-enfants, vous êtes tout ce qui me reste, parce que j'ai perdu les miens à Auschwitz et j'ai perdu toute ma famille. Et puis il s'est lancé dans un discours qui venait vraiment du cœur. Et là, les enfants se sont rendus compte qu'ils avaient enfin quelqu'un qui allait les comprendre. Quelqu'un qui parlait yiddish, quelqu'un qui avait eu cette expérience dont seuls ceux qui reviennent de l'enfer peuvent avoir l'idée. Et un phénomène incroyable s'est passé, c'est que ces enfants ont eu la force de pleurer. Ils n'avaient jamais pleuré jusqu'à maintenant. Parce que pour eux, pleurer, c'était quelque chose d'inadmissible. D'abord, ça condamnait pleurer, ça condamnait à la mort. Mais en même temps, ils étaient obligés de ne pas pleurer. C'était leur forme de dignité, après avoir vécu tant d'humiliation. Et en pleurant, il s'est passé une sorte de libération. Et en fait, le Rav Lau n'est pas le seul à avoir avoué cela. Il y a aussi Ijo Rosenman. Ijo Rosenman, j'en parle dans le livre. C'est aussi un enfant de Buchenwald que j'ai eu la chance, c'est d'ailleurs un ami, que j'ai eu la chance d'interviewer. Un physicien. Voilà, un physicien, tout à fait. Physicien, et ça n'est pas négligeable d'ajouter qu'il est aussi devenu psychanalyste. C'est-à-dire un éminent physicien au CNRS qui est aussi devenu psychanalyste. Pourquoi ? Parce qu'il s'est lancé dans cette mission non seulement de comprendre qu'est-ce qu'avait été la Shoah, mais aussi d'aider les survivants de la Shoah. Beaucoup se sont lancés dans cette mission d'aider et donc de devenir psychanalyste. Et pour terminer rapidement sur, vous savez beaucoup de choses sur le Rav Lau, voilà l'élément clé. Vous savez tous comment il est arrivé à être le grand rabbin, etc. Mais je pense que c'est un des points les moins connus. Maintenant, je voudrais rapidement. Est-ce qu'on peut, là? Vous avez des questions? Bien sûr. J'ai des questions après, peut-être. D'accord. Enfin, si vous avez des questions entre eux, bien sûr. Hein. Je voudrais rapidement évoquer quelqu'un aussi qui m'a beaucoup marqué, parce que là, j'ai parlé de deux hommes. Hein. D'une femme qui s'appelle Yehudit Arnon. Yehudit Arnon, je ne sais pas s'il y en a parmi l'assistance qui a entendu parler d'elle. En tout cas, elle a eu un rôle, un impact incroyable sur Israël et aussi sur la danse contemporaine. Alors, en gros, elle est née en 24. Elle a perdu toute sa famille. Je dirais que devant Mengele, elle s'accrochait à sa mère. Elle voulait aller avec sa mère. Mengele l'a séparée en la rassurant. Oui. Et au bout du compte, elle a su que toute sa famille était partie et sans retour. Mais il s'est passé quelque chose à Auschwitz, où elle était. C'est qu'un jour, à la veille de Noël, Quel âge elle avait à cette époque? une adolescente, Elle est née en 24. oui, elle est née en 24, elle avait 17, une adolescente, oui. Et donc, à ce moment-là, un officier vient, il avait su qu'elle dansait bien. Et il a dit, on a besoin de quelqu'un qui danse pour la fête de Noël. Elle a refusé. Est-ce que c'était une façon d'affirmer son identité? Est-ce que c'était une toute petite marche de liberté dont elle jouissait?
est-ce que c'était pour éviter une autre humiliation? Elle ne le dit pas. En tout cas, elle a refusé et c'était l'hiver. Sa punition est vite arrivée. Elle a dû rester des heures, les pieds dans la neige. Précisément, les pieds dans la neige. Et elle s'est dit, elle-même, elle s'est fait une promesse, tout comme beaucoup de survivants se sont fait à Auschwitz. Si je survis, voilà ce que je ferai, voilà ce que je deviendrai et voilà ce que sera ma mission. Et donc pour elle, si je survis, ça voulait dire, je danserai, je montrerai ce que c'est que la danse. Et petit à petit, alors il faut dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, elle est quand même retournée, elle a eu cette force de retourner à Budapest. Là, elle a rencontré son mari. C'est là qu'elle est venue? Elle est venue à Budapest? Oui, j'ai oublié de dire, bonne question, bonne remarque. Elle était née en fait en Slovaquie. À l'époque, ça s'appelait la Slovaquie. Et donc, elle est retournée là-bas pour rejoindre un mouvement. Bien que toute sa famille était très religieuse, elle est allée retrouver la Shomer HaTzaïr, la jeune garde, À gauche, quoi. voilà, la jeunesse socialiste, voilà. Mais parce qu'elle avait vu qu'il dansait, qu'il faisait des choses qui lui remontaient le moral et en même temps qu'elle pouvait construire quelque chose avec eux. Elle a rencontré beaucoup de gens dans le domaine de la danse. Elle a rencontré aussi son mari, elle s'est mariée et en 1948 est venue en Israël. Et là, elle est allée au kibbutz. En fait, elle a fondé avec une centaine de personnes qui venaient de Hongrie, parce qu'il faut dire, c'est encore une histoire compliquée, mais ils ont fait venir des enfants de Hongrie, elle et son mari, et ils ont fondé ce kibbutz Gahaton, en Galilée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'assez incroyable. Elle le dit, on a commencé, non pas par la salle à manger, mais par la salle de danse. Et on venait pieds nus. Et donc, danser, ça a été la reprise de la liberté, la réhabilitation, le mouvement, en somme. Le mouvement... C'est la vie, hein, le mouvement, c'est la la vie, vie. Voilà. tout à fait. La Renaissance. Et elle est allée donc je dirais d'accomplissement en accomplissement jusqu'à créer en fait une compagnie qu'elle a dirigée et qui existe toujours aujourd'hui. Kibbutz Contemporary Dance Company. Oui. Et je crois même que c'est pas très loin, qu'il y en a une branche, pas très loin d'ici, il me semble, à Beth Am. À Betham, il y a des groupes danse. Oui. On les voit danser. Oui. C'est juste sous Donc, le- elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a incarné cet espoir, le retour de la liberté, mais en même temps, ces danses, les danses, ces chorégraphies étaient très dépouillées et il y avait bien sûr beaucoup de choses concernant sa vie dans le camp, parce que le corps peut exprimer des choses que la parole ne peut pas. Et on pensera tous à Marceau, au mime Marceau, qui lui donc ne parlait pas, mais dansait pour exprimer le non-dit, l'inexprimable. Et ça, il me semble qu'elle l'a réussi, elle l'a fait. Et elle a beaucoup voyagé, elle a eu des contacts. Non seulement elle a uni les différents kibbutzim, et aujourd'hui on peut, les jeunes, les étudiants dans les lycées, dans les universités, sont invités à participer à des cours de danse de Judith Arnon, et maintenant elle n'existe plus, elle est née en 24, mais je veux dire quelque sorte des successeurs de Judith Arnon. Yehudit Arnon, c'est notamment Rami Ber, c'est un enfant qu'elle a en quelque sorte parrainé. Elle l'a connu à 3 ans, et puis on a fait ce qu'il est devenu, un grand chorégraphe. Et sur le plan international, le kibbutz Gahaton a été connu
Et elle a fait des représentations dans le monde entier. Donc c'est ce que je vous disais, un refus de la victime, mais en même temps de rester victime, mais toujours avoir un impact sur son environnement social et également avoir un impact transnational. Et c'est surtout des forces de caractère exceptionnelles. Ah oui, Il y a parce que ce sont des gens qui ne d'exemples, hein. s'apitoient pas sur eux-mêmes. C'est ça, il y a Ils beaucoup sont malades, d'exemples, ils ne hein. s'apitoient pas sur eux-mêmes. Il faut que ça continue, il faut continuer. S'apitoyer sur eux-mêmes, sur soi-même, ça ne peut être que négatif. Alors, c'est vrai que dans les différents contextes politiques que j'ai examinés, la France, les États-Unis et Israël, il y a des constantes chez ces gens qui ont survécu. Avant tout, l'optimisme. Vous vous rendez compte la valeur de l'espoir? Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui n'espère pas, il est fini. Donc, être optimiste, la volonté, une détermination, une souplesse, la souplesse d'esprit, l'humour aussi. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont pris un recul par rapport à leur vie. Et en prenant du recul, on peut donner un sens à sa vie. Il se trouve que c'était une mission. Dans mon introduction, je vous ai parlé de transmission, qui pourrait être une définition du judaïsme. Mais le judaïsme dit aussi que on continue à vivre que lorsqu'on a une mission. Et s'investir dans une mission, c'est ce qui les a, je pense, sauvés. Et toujours avec cette même décharge d'adrénaline qui les a aidés à survivre. Là, on a parlé d'Israël, enfin entre autres, puisqu'on a eu des apartés. En France, vous dites les rescapés ont adapté leur identité juive personnelle aux exigences de l'État-nation, celle de la laïcité, de l'espace public et reprendre une vie normale. Et là, on a plusieurs exemples, j'en ai pris 2 ou 3. Élie Buzyn, qui est le père de la ministre de la Santé. De la Santé, voilà. Il y a également, bon, vous avez parlé d'Izio Rosenman, mais qui a préféré rester en France d'ailleurs. Oui, il a fait sa vie en France, et lui aussi est un juif laïque. Oui, c'est ça. Il dirige d'ailleurs de la Pologne du CNRS. Oui, des journaux sur le judaïsme laïque. Et on peut parler de André Glucksmann aussi. Et puis il y a tellement d'autres, on ne peut pas. Simone Veil, évidemment. Vous voulez en parler de ceux qui ont choisi la France ou on continue, on peut donner... Je peux dire quelques mots, si vous n'êtes pas déjà trop fatigué, d'Élie Buzyn, parce que j'ai connu Élie Buzyn et que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Alors Élie Buzyn, son périple, il est assez incroyable, comme tous les périples dont j'ai parlé dans ce livre. C'est en somme que il a vu son frère mourir devant ses yeux parce que au ghetto, il était né en Pologne, il est né en 1929. Lorsque la Pologne a été envahie par les Allemands, ils sont tenus à montrer leur force. Et ils ont tué arbitrairement quelques jeunes pour montrer qu'il fallait se tenir à carreau. Et sa mère, du jour au lendemain, a eu des cheveux blancs. Sa sœur a fait une crise d'épilepsie. Et son père était complètement perdu. Alors, une des raisons de cette perte de repère total de ses parents, et notamment de ses parents, notamment de son père, c'est que le frère qui avait été tué avait été empêché de partir en Palestine. En Palestine sous le mandat britannique, dans le foyer national juif de Palestine. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Élie Buzyn, encore un enfant de Buchenwald, c'est-à-dire il a survécu à Auschwitz, mais il a été libéré à Buchenwald parce que, comme vous le savez, il y a eu des marches de la mort, et quand les Allemands ont vu qu'ils allaient être battus, ils ont déplacé les populations de prisonniers. Et donc il a été libéré à Buchenwald,
Et d'ailleurs, puisque je parlais de gravir les échelons, c'est assez intéressant. Ijo Rosenman m'a envoyé une photo. Finalement, le Rav Lau n'a fait que gravir les échelons, et les autres aussi. On les voit sur une échelle à Écoui, c'est-à-dire toujours dans ce qui a joué le rôle d'une transition pour eux, dans cette maison de Lozé, sur une échelle. Et il y a Lolek, Ijo Rosenman et un autre, David Perlmutter, qui n'est pas le même, et qui était aussi un autre survivant. Et donc, ce qu'il a voulu faire après la libération, c'est qu'il a voulu, en 1948, prendre part, comme soldat, à la guerre d'indépendance. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu, en quelque sorte, vivre le destin que son frère aurait pu vivre s'il n'avait pas été arbitrairement tué par les nazis. Ça l'a encouragé. C'est un destin exceptionnel. Oui, c'est un destin vraiment Entre autres, exceptionnel. il y a tellement Oui, parce d'autres. que, bon, pour aller très très vite sur Élie Buzyn, mais il a écrit des témoignages. Un témoignage notamment, j'avais 15 ans à Auschwitz. Élie Buzyn est allé même en Algérie, à Oran. Donc après la deuxième guerre, après la guerre d'indépendance, ce qui s'est passé, c'est que il s'est dit que il avait envie il avait des pressions aussi de son oncle qui s'appelait Pérel et qui était en France, mais il ne voulait pas dépendre de quelqu'un d'autre. Et il a voulu, en tant que pion, surveillant dans un lycée, il s'est trouvé une façon d'être surveillant dans un lycée pour pouvoir tout reprendre à zéro, c'est-à-dire ces 5 années d'arrêt total de la scolarité. Et il s'est retrouvé à Oran, je crois, à l'institution Bénichou, et il a tout rattrapé. Il a repassé son bac, etc., etc. Il retourne en France, fort de ce qu'il avait appris. Il commence la médecine très tard, à 27 ans, je pense. Son oncle Pérel est un modèle pour lui, et il devient chirurgien. Chirurgien, parce que être chirurgien, c'était aussi réaliser quelque chose qu'il n'avait pas pu faire, aider les autres. Et c'était aussi chirurgien orthopédique, c'est avoir des résultats relativement rapides. Il faut savoir aussi que quand il était à Auschwitz, il avait les pieds gelés, lui aussi. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas d'autre solution que d'amputer ses doigts de pied. Mais une personne a été plus sensée, il lui a dit, on va mettre de l'eau chaude, de l'eau froide, etc. Et peut-être ça va sauver les doigts de pied. Donc ce désir de guérir, et on voit que nombre des personnes dont j'ai parlé, dont des survivants, des rescapés qui se sont établis soit en France, soit en Israël, soit aux États-Unis, ont voulu s'engager dans des professions d'aide à autrui. Comme s'il fallait réaliser quelque chose qui avait été impossible pendant la Shoah. Aider ses parents, aider un frère, aider quelqu'un d'autre. Et mettre sur pied. Et mettre sur pied. Exactement. Et aussi mettre sur pied. Absolument. Mettre sur pied. L'homme debout, vous avez raison de le dire, c'est très important. On le voit à la fois pour cette danseuse. Perlmutter, il a mis sur pied beaucoup de choses. Des plantations. L'orthopédiste. Oui. Et pour reparler de Menachem Perlmutter, lorsque les cauchemars sont revenus après la cessation de ses périodes de réserve et après la cessation de ses activités, il a eu extrêmement mal à la jambe. Et son frère lui a révélé, parce qu'il avait fait le blackout, que c'est parce qu'à Auschwitz, il y avait un capot qui s'acharnait, alors qu'il n'avait que 16 ans, à lui donner des coups sur les jambes. Donc les traumatismes, même si ces gens ont réussi, beaucoup ne parlent pas des traumatismes qui reviennent la nuit. Oui, c'est ça, n'en parle pas, Mais voilà, et surtout s'ils n'ont pas témoigné dans des écoles. Mais là, qu'est-ce que vous aviez évoqué? Pourquoi on avait parlé? Alors, donc, Élie Buzyn est devenu un grand médecin. Oui.
Et quand sa fille est devenue... C'est-à-dire il a eu des enfants, des petits-enfants, il a eu vraiment, c'est une revanche. C'est vrai. Tant d'autres. C'est vrai, Et avoir là, des c'est enfants. spécial. Et il m'a même dit, je lui ai dit, voilà, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais vous n'avez pas cette impression que finalement votre fille, médecin, continue ce que vous avez fait? Il m'a dit, elle le fait mieux que moi. Bon, après, vous savez qu'il y a eu le corona, il y a eu tout ce qui s'est passé, malheureusement. On passe aux États-Unis, où vous dites l'ascension matérielle et sociale demeure la clé de la réussite, et on a pris quelques exemples. Georges Topaz, donc du camp de la mort au héros du contre-espionnage, Tom Lantos qui est arrivé au Congrès américain. Lantos, oui, Tom Lantos, etc. Oui, effectivement. Tom Lantos. Le seul congressman, le seul membre du Congrès à être survivant et qui est arrivé aux États-Unis à ce poste extrêmement honorifique. Et Manfred Meyer aussi du camp d'internement à la recherche spatiale, c'est-à-dire vraiment ils sont arrivés, bon bien sûr ils sont arrivés au top. Vous prenez, bien sûr on a parlé de Samuel Pisa que vous avez côtoyé pendant 4 ans pour essayer d'avoir ce qu'on a dans le livre. Côtoyer, oui, on s'est téléphoné très 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 souvent. Donc vous dites chacun des anciens rescapés, quel que soit son lieu de résidence choisi, a fait don d'un apport crucial à la société à laquelle il a... Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot peut-être un peu trop estudiantin de acteur social, mais ce sont des gens qui ont eu un impact sur leur société, et quelle que soit la société, même sur leur communauté, etc. Pour parler de celui qui était aux États-Unis à Atlanta, qui a été pris par les Américains au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans les services secrets, et il a aidé à dénazifier. C'est une belle. c'est ça. Et il a aussi eu un impact sur Israël parce que lui était un partisan du grand Israël. Et donc a eu des rapports avec le rabbin Kahn, etc. Mais vous avez évoqué Manfred. Alors, Manfred Meyer. Manfred Meyer, je pense qu'il y a quelque chose d'assez spatiale. intéressant parce que Manfred Meyer, il a eu un frère. Et vous avez remarqué que je vous ai parlé des frères. L'impact que les frères, à la fois chez Lao, mais je ne l'ai peut-être pas assez dit chez le rabbin Lao, mais son frère Naphtali, qui est devenu le porte-parole de la défense, qui est aussi devenu un ambassadeur à New York d'Israël, et qui a écrit une merveilleuse biographie que je vous conseille. Lui a quasiment, il a aidé son frère à survivre. Manfred Meyer et son frère, qui s'appelle Menachem aussi, ont eu des itinéraires complètement différents, alors que ce sont des frères. L'un, Menachem, il a gardé son nom Meyer, et l'autre, qui était aux États-Unis, a changé son nom, il s'appelle Reims. De Meyer, il a transformé son nom en Reims. Et donc, ils ne se sont pas parlé pendant très longtemps. Et après, ils se sont revus. Et ce qui s'est passé, en fait, ils étaient au camp de Gurs tous les deux, et ils ont pu s'échapper par le biais de plusieurs organisations, et dont l'OSE d'ailleurs. Et là, j'en profite pour remercier Cathy Hazan, qui a écrit de très très beaux livres sur les enfants de Buchenwald et qui était archiviste, directrice des archives à l'OSE, qui m'a montré donc des choses assez, des archives très 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 poignantes. Et là, je me suis aperçue que l'un est devenu complètement laïque. Dans la recherche spatiale, il est allé au top. Mais il s'est arrêté quand il y avait un danger, qu'il a senti qu'on pouvait aller... il s'est arrêté là. Mais il a été capable d'être silencieux devant un ancien nazi, parce que comme vous le savez peut-être... lequel ? Von Braun. Très bien, voilà. Von Braun. Il a côtoyé Von Braun, qui était, si je me souviens bien, responsable des V1, V2, exactement, des V1, V2. Et quand il s'est trouvé face à face avec lui, parce que, comme ce que je disais tout à l'heure, les États-Unis, comme vous le savez ou non,
ont donné, pendant cette période de guerre froide, d'après-guerre, un certain nombre de visas à des nazis qui pouvaient les aider dans la conquête de l'espace. Et lorsqu'il s'est trouvé face à von Braun, exactement, il s'est tu. Mais ça a été très difficile pour lui. Il parlait l'allemand, mais je pense qu'il ne l'a pas relevé, parce qu'ils étaient tous les deux, donc les frères, étaient nés en Allemagne. Et Manfred donc, est devenu, lui était laïque, totalement laïque. Il n'y a que vers la fin la fin de sa vie, qu'il a retrouvé son identité en venant en Israël et en parlant de la Shoah. Mais son frère, à l'inverse, Menachem Meyer, est devenu un éducateur en Israël. Et lui s'est retrouvé avec beaucoup d'enfants. Et éduquer, c'est transmettre, comme on l'a dit tout à l'heure, donc en introduction, alors que Reims, lui, a eu 2 ou 3 enfants, mais la transmission n'a pas été, sauf vraiment à la fin de sa vie, quelque chose d'important pour lui. Pour lui, c'était plutôt aller dans l'espace pour oublier. Donc il y a plusieurs réactions. Plusieurs réactions après tout ça. Donc, on va peut-être poser quelques questions parce que j'aimerais bien. On a parlé du livre Demain. Ah oui, Demain nous partons. Parce que ça c'est vrai que Demain nous partons, c'est aussi un beau livre et un exemple d'une personne en particulier que vous avez aimé. Oui, c'est inspiré des témoignages que j'ai recueillis. Demain nous partons, c'est un roman, parce que je me suis aperçue que de moins en moins de gens lisaient les essais historiques, et sous la forme de fiction. En fait, tous les faits sont réels. En quelque sorte, j'accompagne une protagoniste qui est polonaise depuis les camps de personnes déplacées pour lesquels j'ai découvert beaucoup de sources peu connues. Un camp de personnes déplacées qui est notamment Bergen-Belsen, parce qu'à 1,5 km à côté de Bergen-Belsen, il y a eu, on ne le sait pas, un camp de personnes déplacées. On croit que c'est le même camp, mais non. Bergen-Belsen a été totalement brûlé à cause de l'épidémie de typhus. Et donc, je suis cette héroïne jusqu'à la difficile admission aux États-Unis, parce que même après, et ça c'est Elie Wiesel qui me l'a fait remarquer, même après 1945, l'Amérique ne voulait pas des réfugiés. Et certaines communautés juives aussi, parce que faire venir des réfugiés juifs, c'était aussi risquer d'encourir une certaine forme d'antisémitisme. Il y a eu tant d'antisémitisme pendant la Deuxième Guerre mondiale. On considère que le pic de l'antisémitisme était pendant la Deuxième Guerre mondiale, voire immédiatement après. Bien que le fait que les juifs, à peu près 1,5 million de juifs, sont partis sous les drapeaux, que ce soit en Europe ou dans le Pacifique, c'est l'objet de mon livre suivant, bien qu'ils aient sacrifié leur vie par patriotisme, bien souvent l'antisémitisme a survécu, mais dans les années 60, avec les Juifs qui ont aussi pris part à la lutte pour les droits civiques des Noirs, il y a eu plus de tolérance sur le plan ethnique. Mais là, c'est encore un autre sujet. Donc voilà, effectivement, il y a un roman qui a fait partie de mes recherches en quelque sorte, et j'ai eu la chance d'avoir une belle, au moment où il est sorti en 2007, une belle recension dans le magazine Elle, parce que c'est aussi le pouvoir d'une femme de se reconstruire, bon c'est vrai, en pleurant, mais aussi en étant guerrière, en quelque sorte, comme le sont ici les femmes en Israël. Alors, Françoise, des questions. Pourquoi ce livre? Que signifiait le succès pour un survivant?
Et pourquoi vous avez été tant attiré dans cette histoire d'après-Shoah, justement? Donc il y a plusieurs questions là, alors je vous ai Oui, laissé. alors j'essaie d'être brève pour pouvoir vous laisser la parole. Et surtout, il y a peut-être, oui, voilà, d'autres questions quand même. Oui, parce que pour moi, c'est resté une énigme. Hein. Ça fait très très longtemps que je travaille sur... Je vous ai dit, j'ai fait ma thèse en 1993 sur les personnes déplacées juives à la Sorbonne, et c'était la première thèse sur les personnes déplacées. Et au fond, quand j'ai visité, j'ai rencontré des personnes, des survivants aux États-Unis, ailleurs, même d'autres qui venaient d'autres pays. J'ai été frappée, c'était pour moi une énigme. Comment, avec de tels traumatismes, on peut réussir? Comment? Et donc, j'ai fait une enquête sur 3 pays. Et là, je me suis aussi aperçue, que certains rescapés avaient eux-mêmes réfléchi à cela. Alors, on a Boris Cyrulnik, enfant caché, comme vous le savez, qui a beaucoup écrit sur la résilience, qui lui dit, mais la résilience, c'est le masque de l'humiliation. En réalité, ça va très bien avec tout ce que je vous ai dit. Comment est-ce qu'on sort de l'humiliation? Mais vous vous rendez bien compte, et je vois par rapport aux réactions de l'auditoire, qu'il n'y a pas que ça. La réussite sociale, ça n'est pas que le masque. Ce n'est pas qu'un masque de l'humiliation. Effectivement, ça rentre un petit peu ça rentre là-dedans. Oui. Parce que l'humiliation, c'est quelque chose d'affreux, et le judaïsme le dit. Humilier quelqu'un, c'est le tuer. Rien de moins. Alors maintenant, il y a Viktor Frankl, qui lui n'était pas un jeune rescapé de la Shoah, mais qui était quelqu'un qui était mûr, et qui était neurologue et psychiatre, effectivement. Et lui a dit, mes étudiants me demandent qu'est-ce que c'est que réussir. Tous veulent savoir, mais comment on fait pour réussir? Il n'y a pas une véritable recette, mais ce que moi, survivant d'Auschwitz, peux dire, c'est que la réussite, c'est comme un sous-produit, une sorte de conséquence d'un investissement de soi-même dans une mission ou dans une cause qui vous dépasse, qui dépasse l'ego. Et on a fait une thérapie, ça s'appelle Voilà, la logothérapie. absolument. C'est donner un sens à sa vie. Tout à fait. Il en a fait une thérapie, la logothérapie. Oui, donner un sens à sa vie, tout à fait. Et c'est peut-être pas un hasard que ici en Israël, lorsqu'il y a des cérémonies d'officiers valeureux, Mistainim, Katzin Mistainim, il y a de nombreux officiers israéliens qui évoquent Viktor Frankl. Parce que, au bout du compte, pourquoi j'ai écrit ce livre, et là j'en viens à votre question, parce que je voulais faire partager ces leçons de vie. Je veux dire, chacun des témoignages que j'ai analysés... Et il y en a beaucoup, ça a pris combien d'années? Ça a pris beaucoup d'années, j'ose pas le dire. Ça a pris énormément d'années. Et puis c'est très intéressant pour chaque témoignage, cette force de vouloir réussir, de vouloir sortir de l'enfer, d'ailleurs, de cette mémoire. C'est quelque chose d'extraordinaire, d'ailleurs. Même moi, je ne comprends pas comment on peut avoir perdu sa famille, sortir de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a subi, et pouvoir finalement réaliser quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai. C'est de la même façon qu'on ne comprend pas. Beaucoup d'historiens cherchent toujours à comprendre ce qui s'est passé pendant la Shoah. De la même façon, ça, c'est une sorte d'énigme. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne le pense qui ont réussi, en réalité, socialement. Et c'est ça, au fil des années que j'ai vu, pas seulement aux États-Unis, où j'ai rencontré énormément de personnes qui ont réussi dans ce qu'on appelle les congregations, dans les communautés, mais ici aussi en Israël, seulement la réussite. C'est pas exactement ce que nous, Européens, on a défini. C'est pas forcément de l'argent. Non. Et ça peut être, comme dit Samuel Pizarro, une dynamique, c'est-à-dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire survivre comme si la vie en dépendait encore.
Et de plus en plus, je dirais que je me mets aussi du côté de Viktor Frankl en disant on ne peut pas réussir si on essaye de réussir, si on veut la réussite pour soi, pour avoir une réussite matérielle. C'est vraiment en s'investissant dans une cause. Et en même temps, je reconnais avec Boris Cyrulnik que c'est aussi le masque de l'humiliation. Pardon, on n'a pas compris. C'est dans une certaine mesure, pas pour tous, Ouais. pas pour tous. Le masque de l'humiliation. Est-ce qu'on donne la parole Oui, alors là, à j'aimerais l'auditoire? voilà, juste dire... non, je préfère peut-être encore d'abord les questions. Je vous en prie, allez-y. Dès le début de votre intervention, j'ai été frappé fort frappé par une notion que je n'avais jamais imaginée, c'est celle de l'humiliation. Je suis un enfant de la Shoah, survivant de la Shoah, Caché. caché. J'ai- Mes parents ont été cachés aussi. Et quand je pense à mes parents et à tout leur milieu d'après la guerre, qui étaient tous des survivants, dont certains avaient perdu les enfants dans les camps et autres, je n'ai jamais pensé ni perçu cette notion d'humiliation. Par contre, c'est vrai, cette volonté d'aller de l'avant, de survivre. Là, il faut définir ce que ça veut dire survivre aussi. D'aller de l'avant, de réussir d'une certaine manière, de promettre, de transmettre. Ça, c'était l'essentiel. Mais je n'ai jamais perçu cette notion et ça m'a fort frappé dans votre présentation. Je ne l'imaginais pas. Et on dit parfois, à tort, je crois, que Israël est le fruit est né grâce à la Shoah. Oui, c'est vraiment un temps. C'est vrai, mais je crois que Israël, la psyché du peuple israélien, du peuple juif, c'est cette volonté de l'avant, cette confiance, cette volonté, mais j'ai des difficultés à faire le lien avec la notion d'humiliation que je n'ai jamais imaginée. Peut-être parce que vous étiez enfant caché, mais dans les camps, je crois qu'on a voulu quand même les humilier. Absolument. Je parle aussi d'amis de mes parents qui ont été dans les camps, qui sont sortis, etc. Peut-être qu'ils n'expriment pas. Je crois que je peux répondre à cette Oui, question. bien Et sûr. vraiment, merci d'avoir posé cette question, question. d'avoir soulevé ce point, parce qu'il est essentiel. Je dirais que moi-même, comme vous, je n'avais pas conscience à quel point c'était un sentiment extrême. Boris Cyrulnik s'y attelait, je pense, dans plusieurs de ses livres. Et Simone Veil aussi nous le dit, parce qu'elle disait que après la guerre, quand elle a été invitée dans des soirées, elle préférait se cacher derrière les rideaux plutôt que de se montrer. Elle se sentait très mal à l'aise, et surtout, comme c'était difficile de porter les vêtements des autres. Comme c'était difficile Et c'est quelque chose aussi qu'aux États-Unis, j'avais interviewé une personne qui était en Transylvanie. Elle était cachée dans un camp, sous un tas d'ordures, avec sa petite sœur qu'elle a justement aidé à survivre. C'est Paula Gris, elle s'appelle. Et elle m'a dit, mais quelle humiliation aussi de porter les vêtements des autres. Et en plus, immédiatement dans l'après-guerre, quand elles allaient, elle et sa sœur, allaient à l'école, il faut savoir qu'ils n'avaient pas des belles trousses, des beaux cartables, des beaux crayons, des beaux vêtements. Tout ça, c'était le fruit de la charité des communautés juives. Et en plus de ça, il y a dans certaines communautés juives américaines, on appelait on ne voulait pas que les réfugiés juifs, c'est comme ça qu'on les appelait, hein, que les réfugiés juifs épousent les enfants des Américains. Parce que c'était quelque chose de... Vous voyez, quand même, on va pas, ma fille ou mon fils ne va pas épouser un réfugié. C'était descendre socialement. Et alors, elle
voilà, et puis les non-juifs disaient, ils avaient formé un concept en fait, les refugees. Ah, C'est-à-dire non seulement ils étaient réfugiés, mais en plus ils étaient juifs. Le réfugié, il a toujours eu, vous savez, cette mauvaise odeur, vous voyez, alors en plus il était habillé avec des vieux vêtements pas à la mode. Et ça m'a frappé aussi en lisant les écrits de Simone Veil. Voilà, les vêtements, l'importance des vêtements. D'autres questions? Mais comment on peut survivre aussi quand on a les pieds gelés toute une nuit? Comment on peut tenir le coup? Le froid. Moi, chaque fois qu'il fait froid, je me dis, c'est pas possible, mais je pense tout le temps à eux. Je me dis, comment nous, à la froid? C'est incroyable. Le froid, la faim. Oui, mais il n'y avait pas que ça. Voilà, le froid, la faim. Et la faim. Et comment est-ce qu'on peut survivre sans manger? Parce que c'était ça. Comment on peut survivre avec moins de 400 calories par jour? J'entendais une réfugiée qui disait, moi, quand je décidais de ne pas manger, j'avais pas faim. Elle savait qu'elle n'y avait pas à manger. Mais vous savez, voilà, je ne veux pas vraiment parler du hardcore choix, mais vous savez que pour distancier tout ça, elles se racontaient, les femmes, elles se racontaient des recettes de cuisine. Il y a un très beau livre, là-dessus. Et elles pensaient, et elles faisaient des rêves de nourriture. L'estomac s'était fermé, comme vous le savez. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de morts à la Libération quand ils ont mangé d'un coup. Quand ils ont mangé d'un coup, quand les Américains ou les alliés britanniques, qu'ils soient américains, mais bien qu'on leur ait dit, mais c'était difficile de ne pas donner à manger d'un seul coup. C'était très difficile. Oui, vous aviez une raison. Pourquoi est-ce qu'on ne meurt pas les pieds gelés? Vous avez peut-être une réponse? Ah, les pieds gelés, oh non, c'est une anecdote. J'ai fait mon service militaire, j'étais dans les troupes de l'OTAN en Allemagne, j'étais officier d'infanterie. Et par exercice, quand on faisait des exercices contre des troupes étrangères, qu'on prenait un prisonnier pour le faire parler, on lui laissait les pieds nus dans la neige pendant toute la nuit. Et croyez-moi, ça marche. Ça marche. mais bon, on survit à cela. On survit à cela. Oui, ça dépend s'ils avaient assez de calories dans l'estomac. Mais comme vous le savez, cette survie, elle est due à des dizaines de miracles. Tous quasiment l'ont dit. Tout à fait. Et aussi parfois de l'aide obtenue de personnes qu'on ne suspectait pas. À Buchenwald, bon, c'était le cas. Il y avait certains, par exemple Lolek, c'est-à-dire le grand rabbin Lao, lui a bénéficié. Voilà, lui, c'était un Russe qui lui avait, je pense, tricoté quelque chose pour ses oreilles et qui voulait d'ailleurs l'adopter. Et Ijo Rosenman n'a jamais dit quels sont les sévices qu'ils ont subis. Mais ça, il y a des choses qui restent dans le non-dit. Mais en tout cas, il y avait quelquefois, ils étaient dans le bloc 66, hein, et dans ce bloc, les Allemands rentraient très peu, mais aussi certains étaient au début cachés sous les lattes, ils étaient tellement maigres. En fait, j'ai l'impression que le seuil de la douleur n'a rien à voir avec notre douleur maintenant ici. Le seuil de douleur, il allait beaucoup plus haut, beaucoup plus bas, je veux dire. Ils sentaient plus, ils étaient anesthésiés, je ne sais pas comment expliquer. Oui, le seuil de la douleur est relatif. Oui, c'est relatif, c'est vrai. Je vais dire simplement, François, je voulais dire quel serait, si besoin est, après tout ce qu'on vient de dire, le message que vous souhaitez transmettre, et je voulais lire le Deutéronome. Mais aussi garde-toi et évite avec soin pour ton salut d'oublier les événements dont tes yeux furent témoins, de les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. La transmission. Oui, effectivement, c'est bien la transmission. Eh bien, oui, je dirais que c'est un des objectifs, puisque Elie Wiesel disait aussi... j'écris tous mes livres pour transmettre, au bout du compte, puisque j'écris sur la Deuxième Guerre mondiale et l'après-guerre, essentiellement, mais aussi sur l'identité juive, puisque j'ai écrit aussi une histoire des Américains juifs.
Ce que je voulais transmettre, c'est effectivement ce que vous venez de dire, la transmission, mais aussi l'espoir envers et contre tout. Et je dirais aussi transmettre cet espoir pour les orphelins. Parce que je me suis penchée sur les orphelins et parfois, et ça c'est aussi encore quelque chose que me disait Samuel Pisar, me le confiait, il m'avait dit, mais au fond, si j'avais eu encore ma mère, je n'aurais pas agi comme j'ai agi et je n'aurais pas tenté tout ce que j'ai tenté. Parce que, parce que ma mère m'aurait dit non, c'est trop dur, je n'avais rien à perdre. Quand on n'a rien à perdre et pas de compte à rendre, on tente. Donc ça, c'est encore un des paradoxes. Tout comme j'étudie cette réussite paradoxale, j'ai vu que les orphelins, au fond, parfois d'avoir été orphelins, les a aidés. Parce qu'on ne peut compter que sur soi. Ou bien sûr, parce que c'est aussi un des facteurs de résilience, avoir trouvé quelqu'un, une bonne âme, quelqu'un qui vous guide. Et ça, avoir été guidé, que ce soit par votre conjoint, par des amis, si on a fait des études par un professeur, ce qu'on appelle en anglais guidance, c'est vraiment quelque chose de capital dans la résilience. Alors, c'est aussi dans le destin de Samuel Pisar quelque chose qui l'a marqué. Il a été guidé par les frères de sa mère qu'il a rencontrés en Australie. Il a été guidé par les personnes qu'il a côtoyées et qui ont cru en lui quand il a fait sa thèse sur les relations Est-Ouest. Et le fait d'avoir été guidé, c'est quelque chose... Ils ont tous été, je pense, à un moment ou un autre, guidés. Que ce soit cette danseuse qui a réussi à s'imposer internationalement, Judith Ardon, elle a rencontré à Budapest, elle le dit d'ailleurs dans ses interviews, des gens qui l'ont formée, qui se sont intéressés à ce qu'elle voulait faire et au bout du compte, qui l'ont aidée, qui lui ont appris à danser, qui lui ont appris la danse contemporaine. Et c'est comme ça qu'elle a pu introduire en Israël, où les danses folkloriques étaient plutôt la règle, quelque chose d'autre. Cette danse contemporaine qui se prêtait si bien à l'expression, au non-dit et à l'expression après la Shoah. Et justement, de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Des questions? Oui, par rapport au groupe, ceux qui ont l'espoir, est-ce que c'est une histoire, est-ce qu'ils pensent qu'il y a une émouna, il y a une question de... Il y a un bitachon, il y a quelque chose qui est branché avec le ciel, ou est-ce que... Là, il y a des laïcs et des non. Oui, mais alors l'espoir, ils le puisent où, les autres? Il y en a qui sont... Force. Oui. Oui, alors j'ai fait attention, effectivement, comme vous le disiez, de me pencher à la fois sur les laïcs, et ils sont bien souvent... et ils sont, bon, je dirais, ce ne sont pas la majorité dans mon livre, mais il y a une bonne moitié. Et aussi les religieux. Mais les religieux, il y a eu aussi, tout de suite après la Shoah, il y a eu une période où justement, comme le dit Elie Wiesel, comme le disent beaucoup d'autres, même Aaron Appelfeld, il y a eu des négociations, des transactions qu'ils ont fait avec ce concept du Dieu créateur. Il y a eu alors, l'espoir, il vient à la fois de leur expérience pendant la Shoah, puisqu'ils ont vu qu'il y avait vraiment une voie sans issue. Pour certains, il y avait quand même une ouverture, ou quelqu'un qui venait les repêcher. L'espoir, ça vient aussi des valeurs juives. Parce que le judaïsme ne serait pas le judaïsme sans l'espoir. Voilà, alors un concept clé,
c'est effectivement le fait de choisir la vie, tu choisiras la vie, Bacharta Bachaim, c'est le premier pas de l'homme debout, de l'homme ou de la femme debout, c'est ce qu'on vient de voir. Bacharta Bachaim. Alors c'est vrai qu'il y a eu parmi les survivants de la Shoah, enfants cachés, personnes déplacées, partisans, rescapés des camps. Il y a eu des gens qui ont réussi socialement, et puis malheureusement il y en a eu trop, qui ont mis fin à leur jour. On pense à Primo Levi, on pense à Sarah Kaufman, qui elle avait fait une très belle carrière universitaire en France, mais c'était très compliqué son histoire avec sa mère. Bref, il y avait psychologiquement beaucoup de choses Bruno non Bettelheim. résolues. Voilà, aussi, Bruno Bettelheim. Et en réalité, on a chacun une façon de réagir par rapport à des données. Personne n'est fait de la même façon. Et ça n'empêche pas qu'il y ait eu, bien sûr, des suicides. Ces réussites ne doivent pas nous cacher qu'il y a eu des suicides. Mais, je dirais, presque l'incongru, le paradoxe, ce sont ces réussites. Et qui vivent Incroyable. très longtemps. Beaucoup de Oui. gens qui ont connu la Shoah. Absolument. C'est Absolument. Et c'est aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que ces gens qui se sont investis dans des missions vivent très longtemps. La preuve, c'est que j'ai pu les questionner très tard. Élie Buzyn, Samuel Pizarre, Ijo Rosenman, le Rav Lao est encore là, et d'autres personnes que j'ai citées. Donc, je crois que, voilà, on a fait le tour de votre question sur ces réussites paradoxales qui sont en fait une leçon de vie. C'est ça que je voulais montrer. Et ça peut nous aider, à chacun de nous, au moment où on doute, au moment où on est malade, au moment où... Voilà. C'est en réalité, ça n'est pas que l'histoire. Il a dit aussi.